France Maghreb 2. À la une de ce grand forum aujourd'hui, en ce mardi 29 octobre, émission spéciale avec Bernadette Sauvager, notre invitée journaliste à Libération, auteur du livre L'affaire Ramadan, sexe, mensonge, la chute d'une icône aux éditions Fayard, sorti il y a peu. Elle sera notre invitée, on va faire le point sur son livre, sur ses révélations. Enquête donc de Bernadette Sauvager en lumière dans cette émission. Évidemment, l'actualité aussi nous rattrape. Nous ferons un point avant de commencer l'interview avec Bernadette Sauvager sur ce qui s'est passé hier. L'attentat terroriste du côté de la mosquée de Bayonne. 2 blessés graves, dont un blessé. Le pronostic vital reste engagé. À ce stade, l'auteur des faits a été interpellé. Il a 84 ans. C'est un ancien candidat aux élections de 2015 au nom du parti Rassemblement National, ex-Front National. On fera le point avec Tarek Mami et Audrey Pronosti qui sont avec moi pour m'accompagner aujourd'hui jusque 18h. Le Grand Forum, Christophe Roux, 16h-18h sur France Maghreb 2. Et c'est parti dans le Grand Forum. Maintenant, je suis ravi de recevoir mon ami HK. Comment va Kadour? Ça va très très bien. Voilà, ça fait longtemps. HK, comment ça va depuis le temps? Qu'est-ce que tu deviens? Eh ben écoute, toujours pareil, hein, on change pas une équipe qui chante. Voilà, donc on continue à faire toujours dans la résistance, nos projets, nos chansons, nos aventures. Et puis là, il y en a une qui arrive là très vite. Eh ouais. En plus que tu vas avoir la chance d'inaugurer, j'ai envie de dire, en tant que premier spectacle dans ce nouveau cabaret sauvage qui ouvre ses portes, mardi 29 avec l'inauguration et le spectacle Welcome Alikum qui démarre ce mercredi pour 4 jours. Mon cher HK, et tu es une des stars de ce spectacle. Ouais, star, c'est un grand mot. En tout cas, c'est vrai qu'on a tu dis une chance, peut-être même, c'est un peu un privilège, parce qu'on sait que c'est un lieu magique. Moi, j'ai déjà toujours aimé ce cabaret. Et là, de le revoir comme ça, c'est le même, avec le même cachet, mais c'est plus relevé, tu te sens plus spacieux, et puis même pour des numéros de cirque, il y en aura dans le spectacle d'ailleurs. Ouais. Voilà, et puis en plus, il est bien sonorisé, donc du coup, c'est vraiment extraordinaire. On retrouve le cabaret sauvage qu'on aime. En mieux, quoi. Mais tous nos repères sont là. C'est vraiment, c'est le cabaret sauvage, quoi. Et voilà, l'inauguration, c'est un lieu pour nous important. Et ce spectacle-là, Welcome Alikum, qu'on a monté. Alors il y a moi, il y a Awali, la chanteuse Awali, merveilleuse. Ouais. Il y a des circassiens, Caroline et Babou, qui sont, Et les textes sont signés Rokhaya Diallo, je crois. Voilà, le texte des sketchs et des dialogues. Et moi, j'ai fait les textes des chansons. Très bien. Donc, du coup, j'ai écrit des chansons pour ce spectacle, quoi. Et conçu par Méziane Azaïch? C'est ça, comme toujours, voilà. Il nous a rassemblés autour d'une table. Donc avec Rokhaya, avec moi, avec Awali, avec Géraldine Bénichou pour la mise en scène. Ouais. En disant, voilà, est-ce que ça vous botte de bosser ensemble? J'ai envie qu'on fasse un spectacle qui à la fois est, comme toujours dans ce qu'on sait faire, un spectacle engagé, mais aussi un spectacle qui veut aller vers le vivre ensemble. Qui veut aller vers des choses positives. Donc l'idée, il a dit vraiment, le challenge, c'est celui-là. On n'est pas dans le monde des bisounours, on dit les choses telles qu'elles sont, et c'est vrai qu'il y a 30 ans de chronique de racisme ordinaire à dénoncer, dont il faut parler, et on essaie de le faire de plein de façons différentes, parfois avec des textes touchants, parfois avec des faits historiques, parfois avec de l'humour, et parfois avec des musiques qui dansent, voilà comment c'est faire. Donc si j'ai bien compris... Et en même temps, on essaie d'aller vers cette idée de se dire, voilà, on est là ici aujourd'hui dans ce pays ensemble. Est-ce qu'on a envie? Voilà. On sait que c'est pas facile d'être ensemble avec nos différences, avec nos divergences. Est-ce qu'on a envie? C'est ça la question qu'on pose. Si j'ai bien compris, la patte Azaïch se rappelle incontournable et observable, avec ce spectacle mêlant chanson, humour, fait historique, actualité aussi quelque part. Ouais. On a vraiment, je pense que on a ramené chacun notre univers. Et je pense que c'est ça l'intelligence collective, au service d'une idée. Et cette idée-là, c'était, comme Méziane nous a dit, je veux faire ce spectacle engagé sur le vivre ensemble. Et et puis après on s'est tous mis autour d'une table, et puis on a bossé vraiment collectivement, avec chacun venant avec son univers. On a chacun nos histoires, et on les a mises là sur la table, et on a vu, en fait, c'est la magie, quoi. Quand tu mets des énergies autour d'une table et qu'il y a un bon état d'esprit, il se passe des choses. Et moi, c'est ce que je ressens là. Même là, on est en pleine répétition. Ouais. Le spectacle est presque prêt. Là, on est encore en train d'y travailler. Mais je ressens une belle énergie, une forte envie. Et puis
on a tous l'impression qu'on est en train de faire quelque chose de, à la fois de beau, à la fois de vivant et en même temps peut-être aussi d'utile aussi, quoi. Donc quand c'est ça, c'est magnifique. Ça n'a pas été dur de te convaincre, HK? Non, franchement, non, ça n'a pas été dur. Non, vraiment, on se connaît bien avec le cabaret. Bon, j'ai eu l'occasion de venir en guest 2-3 fois sur le Barbès Café. Ouais. J'ai eu l'occasion de venir moi-même jouer pour en différentes occasions, pour différents événements au Cabaret Sauvage. Ouais. Voilà, donc on se connaît depuis longtemps. On avait déjà parlé depuis longtemps de l'idée de travailler ensemble. Je connais Rokhaya, je connaissais Awali aussi, même si c'est pas moi qui ai dit bah tiens, faudrait qu'il y ait telle personne. Mais voilà, quand Méziane me dit bah tiens, est-ce que ça te dit de bosser avec Rokhaya, avec Awali, avec Géraldine Bénichou que je connaissais aussi de Barbès Café. Je dis mais c'est une sorte de dream team, c'est une sorte de dream team à nous, quoi. Ouais. Et voilà, j'ai dit oui tout de suite, évidemment. Après fallait trouver le bon créneau, le bon moment, fallait que les étoiles soient alignées et ça a été le cas, quoi. On rappelle Welcome Alaikum, le nouveau spectacle, le premier spectacle dans le nouveau Cabaret Sauvage, Parc de la Villette, lieu mythique évidemment à Paris. C'est du 31 octobre, 1er et 2 novembre, 4 jours durant. Le spectacle, HK, est-ce que tu peux nous présenter, parce que pas beaucoup d'animateurs ou de présentateurs te posent cette question, mais c'est important. Ils sont là aussi et c'est grâce à eux aussi que vous arrivez à réussir à faire ce show. Les musiciens, tu peux nous les présenter? Ouais, du coup c'est les musiciens de ma troupe, de mon équipe de toujours, donc avec Mehdi Ziouch, voilà, qui a la direction musicale. Ouais. Et donc voilà, Seb à la batterie, Eric à la basse, Manu à la guitare, Jacotte au violon. Et donc voilà, ça c'est l'équipe musicale. Ouais. Donc au chant il y a Wally et moi. En circassien il y a Caroline qui fait du trapèze ballant, du trapèze fixe et du tissu aussi, c'est magnifique. Il y a Babou qui est danseur contorsionniste. Rien qu'à le voir là, on a mal. Tellement on a l'impression qu'il est démembré de partout. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Et puis voilà, il y a la musique, il y a le lieu, il y a l'ambiance, et puis il y a cette histoire qu'on raconte, quoi, où on dit voilà, le point de départ, c'est dire aux gens, bah voilà, c'est comme si ce cabaret était un refuge en ces temps de tension, quoi. En ces temps, voilà, on sait tous un peu comment c'est aujourd'hui en France, et cette petite musique que jouent certains xénophobes qu'on entend beaucoup à la radio, à la télé, dans nos journaux, et qui ont vraiment la voix libre, quoi. Ils ont le champ libre, on les accueille partout, ils ont les portes grandes ouvertes pour dire leur saloperie, et c'est vrai qu'ils contaminent aussi les esprits. Donc nous, on se bat contre ces gens-là, quoi. On essaie de se dire bon, faut pas les laisser gagner, quoi, d'une certaine manière. Donc on le dit en musique, on le dit à notre façon, et puis aussi par moments avec beaucoup d'humour aussi, on rigole bien. Et puis voilà, les gens qui connaissent ma musique et même la musique du Cabaret Sauvage, enfin des spectacles du Cabaret Sauvage en général, savent que voilà, il y a aussi tous ces moments où les gens voilà vont se lever, vont danser, voilà, où ça va chatouiller les pieds, quoi. Ouais, ça démarre donc mercredi 30 octobre, pardon. Mercredi 30, ouais. Mercredi 30 octobre à partir de 20h, je suppose, 20h30, hein? Ouais, faut être là à 19h30, ouverture des portes. Ouais. Le spectacle commence à 20h30 pile, donc vraiment faut venir avant, prendre ses billets, s'installer, etc. Tranquille, prendre ses aises, observer, regarder, scruter ce nouveau cabaret magnifique dans ce lieu mythique de Parc de la Villette. Allez voir mon ami HK, Awali, et puis toute l'équipe évidemment de ce nouveau spectacle Welcome Alaikum. C'est donc le 31, 1er et 2 novembre. En plus, c'est les vacances. En plus, c'est un week-end prolongé. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas louper ce spectacle. J'ai envie de vous dire, soyez là, un rendez-vous. Et vous pouvez venir en famille, hein. En famille, HK, on vient. C'est un spectacle, oui, c'est un spectacle familial. Et puis vraiment, après, je vais pas faire mon Michel Drucker, dire magnifique, formidable, etc. Nous, ce qu'on ressent de l'intérieur, vraiment, on ressent qu'on fait quelque chose de beau, quoi. Que c'est vraiment quelque chose. On espère que les gens viendront le voir pour nous, pour le moment qu'on va passer, et pour eux aussi, enfin voilà, pour nous tous, parce que voilà, on a vraiment, tu sais, des fois tu fais quelque chose et t'as l'impression que tu tiens quelque chose de vraiment chouette, quoi. Ouais. HK, voilà, qui vous donne rendez-vous à partir de demain au Cabaret Sauvage, qui va être inauguré d'ailleurs ce soir. Merci d'être avec nous dans un instant, édition spéciale avec notre invité Bernadette Sauvager, journaliste à Libération.
Bienvenue à vous sur France Maghreb 2, votre émission de débat, d'échange. Ça s'appelle le Grand Forum. C'est tous les jours de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Aujourd'hui pour m'accompagner, Madame Audrey Pronosti. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Audrey Pronosti, journaliste. Tarek Mami, journaliste également pour m'accompagner. Bonjour Tarek. Bonjour Christophe, bonjour chères toutes, bonjour chers tous. Et notre invitée donc ici présente, vous êtes surnommée Madame Religion à Libération, Bernadette Sauvager. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, pourquoi on vous surnomme Madame Religion d'ailleurs? Je ne sais pas qui m'a surnommé comme ça. Eh ben, je sais pas, j'ai cru lire ça. Sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Bon, Oui, effectivement. Ah bon Oui. Vous allez découvrir, je ne savais pas. vous allez découvrir plein de choses sur France Maghreb 2. Oui, je ne savais pas. Non, en fait, je m'occupe de religion et de laïcité Voilà, à probablement. Libération. Vous avez toujours été à l'EB ou vous avez fait d'autres journaux avant? Non, j'ai fait d'autres journaux avant. Avant, j'ai travaillé 9 ans à dans un hebdomadaire protestant qui s'appelle Réforme. D'accord. La Réforme. Vous êtes là pour votre livre sorti récemment qui s'appelle L'affaire Ramadan, sexe, mensonge, la chute d'une icône. Le titre est assez, comment j'ai envie de dire, on y va franchement quoi. Bon, je sais pas. Oui, Tariq Ramadan a été une icône, oui. Oui. Et il a été une star de l'islam francophone. Ouais. Et de mon point de vue, effectivement, il a connu une chute retentissante ces derniers mois. Alors on en reparlera un peu plus longuement tout à l'heure de votre livre, Madame Sauvager. L'actualité nous a quelque peu rattrapé. Hier, s'est produit, alors ici on aime appeler les choses par leur nom, un attentat terroriste à la mosquée de Bayonne, où un individu âgé de 84 ans a tiré sur deux individus qui sont âgés de 78 et 74 ans, qui sont tous les deux blessés, dont l'un d'ailleurs assez gravement. Les médias préfèrent parler aujourd'hui d'attaque. Tarek Mami, c'est assez incroyable de constater qu'on a du mal à parler d'attentats terroristes lorsque cela concerne les musulmans. Je ne sais pas, je pose la question. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que je suis pas très tweet. Ouais. Mais je me suis infligé les tweets d'hier. Ouais. Et dans les tweets, je trouve Castaner qui parle des faits. Je trouve le CRIF qui parle de coups de feu. Je vois Monsieur Khalifa qui parle de tir. Et je vois l'ensemble de la presse qui parle d'attaque, mais jamais de mots terroristes. Oui, non, mais vous pouvez, ici, vous pouvez réagir quand vous voulez. Oui. On a fait la même chose aussi pour la préfecture de police. Enfin, deux heures après. Vous permettez? Oui. À Libération, en tous les cas, on ne parle pas d'attentat, on parle de tuerie, etc. à la préfecture de police, parce que attentat, il y a une qualification judiciaire. Oui. Il y a une qualification judiciaire, donc. Pour le moment, en ce qui concerne ce qui s'est passé, le drame qui s'est passé à la mosquée de Bayonne, voilà, on attend la décision judiciaire sur la qualification. Sur la qualification judiciaire. Je crois que alors, chère Bernadette, je vous suis dans la logique professionnelle journalistique. Sauf que, pour la préfecture, au bout de 2 heures, avant que le procureur de la République ne parle d'attentats terroristes, toute la presse s'est lancée dessus, et que nous avons d'autres précédents, et par exemple quand l'affaire Rachid Abou Oudaifa a eu lieu, à aucun moment on a parlé mosquée de presse. À aucun moment on a utilisé le même terme. Et moi j'ai eu le privilège, je l'ai déjà dit une fois ici sur cette radio, d'assister à la réunion de tous les CSA du Moyen-Orient, de la Méditerranée, où l'ancien président Schramek, que je remercie encore une fois, a bien voulu m'inviter en tant que directeur de radio pour écouter comment on traite ces questions en Méditerranée. Et on a découvert qu'en Espagne et au Portugal, aucune qualification n'est donnée par aucun journaliste, tant que le procureur de la République n'a pas utilisé les mots pour que ce soit le procureur qui donne la ligne. Ce qui n'est pas le cas en France. C'est pour ça qu'à France Maghreb 2, nous sommes réellement choqués de voir que dans certains cas, le mot fuse très vite, et dans d'autres cas, effectivement, et ça serait les diades, on attend la décision du procureur de la République. Et vous parliez des tweets, mais la seule à avoir employé le mot attentat est Marine Le Pen. Exactement. Et c'est une surprise pour moi. Bah oui.
C'est un attentat. Vous voyez bien. Oui, non mais c'est surprenant que ce soit... Non, en ce qui concerne la presse, en tous les cas, je pense que c'est ça. C'est qu'on attend la qualification... je suis d'accord avec vous, à condition que ça devienne la règle pour tous. Il y avait un débat tout à l'heure à Libération là-dessus, justement, quoi. Et il y aura même peut-être un petit papier là-dessus demain. Non, mais c'est une bonne chose. Dans le journal. Oui, Voilà. mais c'est une bonne chose. Mais il faudrait que ce soit une règle pour tous, dans tous les cas. Oui. Voilà. Bon. Alors, il y a Benalla, hier, qui en a rajouté son grain de sable, qui a expliqué ce que ça veut dire en français, attenter à la vie des gens. Oui. C'était un peu rigolo. Absolument. Alors, nous avons interrogé quelques personnes, évidemment, suite à ce qui s'est passé donc hier à la mosquée de Bayonne, donc, où je le rappelle, 2 blessés. Rappelons, cher Christophe, que le numéro 2 du ministère de l'Intérieur s'est quand même rendu sur place, puisque M. Castaner n'a pas été. C'est son second qui a été et qui a fait une déclaration assez forte sur place, qui a ému les gens qui étaient sur présent. Et là, on attend. Moi, j'ai essayé de chercher avant de venir faire l'émission l'état de santé de 2 blessés. Les seules informations que j'ai trouvées, c'est que l'un est dans une situation disons précaire, le plus âgé des 2. Alors on va écouter Aziz Farif, avocat que nous avons contacté, qui d'ailleurs a signé une tribune dans votre journal, Bernadette Sauvager, Libération hier. Il a également publié une tribune sur France Maghreb 2. Je propose d'écouter, l'entretien a eu lieu tout à l'heure. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Invité dans le grand forum, l'avocat Aziz Farif, bonjour. Bonjour. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2 au lendemain de ce qui s'est passé à Bayonne, cet attentat terroriste. Et justement, cher maître, comment expliquez-vous que les médias aujourd'hui ne parlent que d'attaques, de tirs, alors qu'on devrait vraisemblablement parler d'attentats terroristes ? Bah écoutez, le problème de la qualification des actes, à chaque fois que ça concerne les musulmans, ça a toujours posé problème. Ça pose jamais de problème aux États-Unis, ça pose jamais de problème en Nouvelle-Zélande, où la première ministre a été exemplaire dans la manière de traiter les attentats islamophobes qui ont eu lieu contre la mosquée de Christchurch. Et aujourd'hui, ça pose évidemment problème avec un gouvernement qui est complètement en roue libre, puisqu'il laisse complètement faire les médias depuis 2 semaines, où on a une agressivité constante sur tous les plateaux de télé contre l'islam, diffamé, les musulmans sont complètement diffamés tous les jours, et il ne laissait absolument rien passer. Le problème, c'est que, à mon sens, le président de la République aurait dû prendre au moment où ça a débuté, c'est-à-dire au moment où il y a eu ce début du direct de Zemmour, où il a commencé à dire, à faire des comparaisons entre l'islam d'un côté et puis le nazisme de l'autre. Là, le président de la République aurait dû signer la fin de la mi-temps. Mais non, vous voyez, on a eu Jean-Michel Blanquer qui est venu, qui en a rajouté une couche sur le voile et c'était reparti. Et en fait, ça a donné lieu à un incident dramatique pour cette femme au Conseil régional de Bourgogne qui se fait humilier. Et aujourd'hui, on a une attaque terroriste contre une mosquée. Et il n'y a personne qui est là pour dire que c'est un attentat. Personne qui est là pour dire que cette attaque peut se qualifier en un attentat. Alors que pour la préfecture de police, on a tout de suite crié à l'attentat, alors qu'il y avait à peine 5 minutes séparées la commission de l'arrivée de l'événement et puis les premiers éléments de la presse qui commencent à fuiter. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il faut se rendre compte qu'il y a un déni de réalité dans notre pays. Alors, Charbet, vous avez signé une tribune hier dans Libération, pourquoi la haine est en train de prendre le dessus. Vous avez également signé une tribune sur notre site www.francemaghreb2.fr. Cher maître, pourquoi là aussi on ne rappelle pas un précédent? On se rappelle que l'imam de la mosquée de Brest avait été lui aussi touché par un tir, l'imam Rachid Aboudaïfa, et là pour le coup on ne fait aucun rappel dans ce sens. Vous savez, moi je pense que à partir du moment où on qualifie tout islamisme comme étant le salafisme, vous voyez, on aura toujours un problème. On aura toujours un problème avec Abou Daïfa, on aura toujours un problème avec tous ceux qui sont des musulmans salafistes. Alors qu'il faut être très clair, encore une fois, mais c'est hallucinant qu'aujourd'hui on ait besoin de le répéter, c'est que les salafistes sont des gens qui sont des quiétistes,
qui ne font rien à l'ordre public, qui ne se mêlent même pas de la vie politique. C'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, il faut savoir tirer les conclusions de ce qui se passe dans notre espace médiatique. Ouais. Ce qui se passe dans notre espace médiatique, je vous le disais juste un peu avant, c'est qu'il y a un déni de réalité. On ne veut pas parler de l'imam Abou Daïfa parce que vous voyez, ça remue pas nos fantasmes, le fait qu'un salafiste se fasse tirer dessus. Vous comprenez ça? Ouais, très bien. Ça ne fait pas appel à des sentiments de peur et de crainte autour de nous. Alors que c'est dramatique ce qui est en train de se passer en France. Il faut impérativement que le gouvernement en premier lieu ouvre les yeux par rapport à ce qui est en train de se passer et prenne des mesures claires. Et là, c'est pas en convoquant le CFCM et en leur parlant de communautarisme et tout le blabla que l'on entend régulièrement à la veille des attentats, mais qu'on va prendre des mesures concrètes. Il faut prendre des mesures concrètes de protection des lieux de culte et pas de dissolution des lieux de culte. Il faut prendre des mesures concrètes contre les lieux de culte musulmans qui sont régulièrement attaqués. Attendez. Vous savez que cet attentat, il fait suite à une série d'actes que le CCIF a déjà largement documenté, où on jette des têtes de porc, où on fait des croix gammées, où on fait un certain nombre de choses contre les mosquées. Donc, ces choses-là, au ministère de l'Intérieur, ils le savent, ils le connaissent. J'espère qu'ils vont prendre maintenant vraiment à cœur ce qui est en train de se passer en France et d'arrêter de sombrer dans ce constant déni de réalité, quoi. C'est incroyable. Dernière question, maître. On vous voit très rarement, ou quasiment pas du tout, sur les plateaux de télé. C'est une volonté de votre part ou c'est parce que les chaînes d'infos ou les chaînes en général ne vous invitent pas? Alors, les chaînes d'information, les grosses chaînes d'information m'ont invité à un moment donné, mais vous voyez, ils m'invitent que quand il faut parler de réponse aux attentats, quand il y a un attentat contre les forces de l'ordre ou quelque chose comme ça, là on va m'inviter. Mais évidemment, depuis ces quelques semaines, on m'a pas du tout invité. Alors évidemment, il y a certains médias qui m'ont invité, mais CNews, par exemple, ne m'a pas invité, même si j'aurais décliné l'invitation. Le minimum aurait été d'inviter des personnes qui s'expriment sur le sujet depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que ça fait quand même quelques années que j'écris sur la laïcité, et que l'on ait une vision claire de ce qu'est le droit, notamment par rapport aux parents accompagnateurs. Encore aujourd'hui, on a l'impression que le principe c'est l'interdiction, et la liberté, c'est l'exception, alors que c'est complètement l'inverse. Mais maître, au lendemain de cet attentat terroriste survenu hier à Bayonne, aujourd'hui au Sénat, on étudie une loi, un projet de loi pour interdire le port d'un signe religieux lors des sorties scolaires. Ah ouais, c'est abject, c'est abject. Franchement, c'est abject. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire, c'est la manifestation de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. C'est qu'il y a tellement peu de courage politique. Il y a tellement peu de personnes qui sont prêtes à regarder les choses telles qu'elles sont. Vous avez quelques députés, vous avez Aurélien Taché qui va essayer de se battre tant bien que mal face au vent contraire qui en est en train de lui souffler sur le visage, mais on est aujourd'hui en France dans un déni de réalité. On est aujourd'hui en France dans une augmentation incroyable de l'islamophobie, alors que les pouvoirs en place, ils ont les lèvres qui tremblent rien qu'à prononcer le terme islamophobie. Je veux dire, aujourd'hui, on en est encore à débattre du terme d'islamophobie. C'est ça. Maître, en tout cas, on aura l'occasion et le plaisir de vous voir en plateau dans cette émission pour faire un peu le point, j'allais dire avec un peu de recul, parce qu'il est bon aussi de parler avec du recul, parce que nous sommes des gens passionnés et parfois l'émotion nous font analyser les choses pas forcément d'un bon angle, mais là pour le coup vous avez été, je pense en tous les cas, et au vu de ce que l'on peut penser, écouter à travers les différents médias depuis un certain temps, le plus objectif possible. Merci en tout cas maître Azif Arif d'avoir répondu à nos questions sur France Maghreb 2 et à très bientôt en direct à la radio. France Maghreb 2, France Maghreb. Bernadette Sauvager, que penser de ce climat en ce moment qui règne en France? Ah, mon Dieu. Comme ça, tout attraque. Vous êtes Madame Religion dans le journal. Tout attraque. Écoutez, je crois qu'effectivement, j'ai eu Tariq Oubrou tout à l'heure au téléphone, qui lui disait effectivement que c'était un acte terroriste, et que effectivement là on a franchi un point critique. Moi, j'ai regardé avant de venir, en fait, alors je sais qu'il y a contestation, mais sur les actes anti-musulmans qui sont répertoriés par le ministère de l'Intérieur. Donc, en 2015, suite aux attentats, il y en a eu 429
Et en 2017, je crois que c'est le dernier chiffre disponible, 2017, il y avait une centaine. Voilà, donc à chaque fois qu'il y a... le climat s'explique par deux facteurs. Il y a effectivement cette... l'attaque, puisque la tuerie, puisque nous, à Libération, en tous les cas, on ne dit pas attentat pour la préfecture de police non plus. Ça a été requalifié d'ailleurs pour la préfecture. Ouais, et du coup, voilà, et tout ce qui s'est développé autour, et comme le dit dans le papier que j'ai écrit avant de venir ici, Tarek Oubou, à chaque période électorale, le sujet islam refait surface et refait polémique, quitte d'ailleurs, comme il dit aussi, et je le pense, à affaiblir la démocratie, quoi. On sait bien que c'est un sujet sur lequel se focalisent effectivement les polémiques dans ces circonstances-là, quoi. Donc il y a cet effet, on va dire, conjoncturel de ce climat qui arrive. Donc voilà, il y a à chaque moment de tension, il y a ces focalisations autour de ces questions-là. Je crois qu'il y a une profonde maladresse, si ce n'est de la part du ministre de l'Éducation nationale, de relancer le débat sur les accompagnatrices des sorties scolaires juste après l'attaque et la tuerie de la préfecture de police, quoi. Ouais. Et de toute façon, effectivement, là, on est rentré, ça y est, dans une période électorale qui est une période électorale qui est particulièrement, en général, favorable au Front National, hein, qui sont les municipales. Donc malheureusement, d'ici le printemps, voilà, on risque d'être dans des polémiques récurrentes. Et effectivement, je trouve que c'est assez dramatique parce que les sociétés occidentales et l'islam sont confrontés, enfin moi ce que je pense, sont confrontés à une circonstance historique exceptionnelle. Pour les sociétés occidentales, il s'agit d'intégrer dans leur paysage religieux une nouvelle religion. Enfin, je veux dire, et c'est un phénomène voilà, qu'elles connaissent depuis, allez, grosso modo, une quarantaine d'années. Ce qui, en termes de, oui, Monsieur Mamie va me dire, mais les musulmans, ils sont présents en France depuis machin, etc. Ah bah, depuis 1905. Oui, où l'Algérie était 3 départements français. Oui, mais elle a pris son adaptation. C'est un processus qui met du temps. Voilà, moi je de crois, façon à ce que les Français acceptent. Non, et de part et d'autre. Je crois que pour les musulmans, pour la religion musulmane, se trouver en position de religion minoritaire, oui, c'est aussi un défi, c'est aussi une problématique pour les sociétés occidentales dans leur ensemble. Une évolution. C'est aussi un défi historique parce qu'elles n'ont pas connu ça depuis l'arrivée, pour ce qui concerne la France, depuis l'arrivée du christianisme mongol. Oui. Donc voilà. Donc je pense que ce n'est pas simple. Oui. Et en enlevant toute polémique, toute polémique. Alors, pour être tranchant, oui. À la suite de ça. Oui. En fait, disons que quand on regarde l'histoire oui. de l'islam, de la chrétienté, de la colonisation, oui. à chaque moment de l'histoire, il y avait une majorité qui avait tous les pouvoirs, oui. soit les chrétiens, soit les colons, soit les musulmans, en Espagne et ailleurs. Oui. Et à d'autres moments, c'est le contraire. Et à aucun moment, les deux ne se sont retrouvés dans une égalité que j'appellerais aujourd'hui une égalité républicaine. Oui. Et c'est peut-être là la difficulté où, pour une fois, des populations qui ont le même statut, j'allais dire citoyen, se trouvent obligés, entre guillemets, ou se trouvent dans la situation de vivre ensemble et donc de trouver... Alors moi je ferai juste une remarque, c'est que a priori la France n'est pas un pays chrétien. Je veux dire, en tant que dans sa définition, je veux dire, les citoyens peuvent l'être, mais le pays ne l'est pas. Sauf quand il s'agit de Pâques, de jours fériés, c'est une république laïque. Oui, voilà. Avec ses limites de jours fériés et autres. Non, mais juste par rapport à ce problème-là, je crois que c'est vrai que il faut remettre ça dans le long terme. Dans le long terme. Oui, je pense que c'est
ce n'est simple pour personne, et chacun a besoin de s'acclimater à l'autre et de voilà. Justement, pardonnez-moi, vous parlez justement, c'est très important de dire, de rappeler, de souligner l'importance de ce défi républicain. Absolument. Et bien sûr, de ne pas éluder la question de l'islamophobie parce que elle existe, hein. Parce que voilà, concrètement, non, mais pas. Moi, je veux juste. Est-ce que vous utilisez ce mot islamophobie ou est-ce que ça vous choque aujourd'hui? Non, moi ça me choque. Moi ça me choque pas. J'entends les deux choses, c'est-à-dire j'entends des gens qui peuvent considérer effectivement qu'il y a une attitude islamophobe, et j'entends aussi des gens qui réclament le droit de critiquer l'islam. Exactement, c'est deux choses. Mais c'est deux choses, on est bien d'accord. C'est deux choses distinctes. Moi, je pense que, comment dire, moi j'en ai un peu assez. Je crois que tout le monde en a assez en fait, hein, de ces polémiques que moi j'appelle stériles et récurrentes sur est-ce qu'il faut appeler ça de l'islamophobie ou pas. Et moi, à la limite, je m'en fous, quoi. Oui, mais c'est clairement pas défini. Non, mais excusez-moi, je m'en fous, quoi. Je veux dire, faut s'attaquer à la réalité et aux problèmes. La bataille sémantique, je trouve qu'elle est, je veux dire, chacun essaye je crois que la situation elle est grave. Alors justement, sauf que mal nommer les choses. Non, mais vous connaissez l'expression. Écoutez, franchement, la situation elle est grave. Moi, la situation elle est grave, donc elle devient inquiétante parce qu'il y a des gens qui passent à l'acte, voilà, et qu'il faut arrêter. De part et d'autre. De part et d'autre. Il faut arrêter les postures. Je trouve que on peut critiquer le port du voile, et aussi en même temps on peut dire c'est légitime que des mamans musulmanes qui portent le voile accompagnent les sorties scolaires, et en même temps dire moi je préfère une femme qui porte pas le voile. Je veux dire il faut être aussi je veux dire on arrive à des situations où chacun campe sur des positions qui sont stériles et qui commencent à devenir meurtrières. Donc je trouve que est-ce qu'il faut employer le mot ou pas, bon sang, quoi. Mais vous l'avez très bien justement souligné tout à l'heure, vu le contexte électoral, et que justement c'est un sujet qui prête à caution. Clairement, bien sûr que j'entends bien vos propos quand vous dites on s'en fiche. J'entends. Moi, franchement, mais on ne peut pas. Franchement, je m'en fous. Voilà. Franchement, je m'en fous. Voilà. Je veux dire, quand il y a des vies en jeu, franchement. Exactement. Je veux dire, les mots ont leur importance, Madame Sauvager, pardon. Oui, non, mais moi, je veux bien. Alors, on va recommencer. On va dire, alors, si vous voulez pas employer le mot islamophobie, vous êtes vous-même islamophobe. Non, pas du tout. Basta, quoi. Non, mais comment définir un acte raciste? Non, c'est un acte raciste, c'est un acte raciste. Voilà. Moi, je regrette une chose. Non, mais est-ce que ce racisme... parce que je veux bien qu'on peut discuter... Non, mais on peut discuter. Question... Moi, je voudrais juste terminer sur quelque chose, vous permettez, et qui, pour moi, montre bien le climat dans lequel on s'est installé. Ce qui s'est passé au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Quand s'est élu Rassemblement national, interpelle la présidente du Conseil Bourgogne-Franche-Comté. Il dit en gros, cette dame n'a pas à être là, puisque, etc., veuillez la faire sortir, etc. Qu'est-ce qu'elle fait, la présidente? Elle remet cet élu du Rassemblement national à sa place. Et elle dit non, elle va rester parce que il n'y a rien qui interdit à cette femme d'être dans cette enceinte. Qui, à votre avis, représente à ce moment-là la République? C'est la présidente. C'est la présidente. On est d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qui représente la République et qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ce qui se passe dans ce pays, c'est qu'on ne retient pas ce qu'a dit la présidente du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. On ne retient pas la défense qu'elle a prise de cette femme, de cette maman voilée. Ça, on ne le retient pas. Ce qu'on retient, c'est l'agression commise par
le type du Rassemblement national. Vous voyez bien. Mais pourquoi, Madame Sauvager, pourquoi? Vous voyez bien. Parce que Monsieur Odoul, c'est de dont on parle, a orchestré, Madame Sauvager. Non, mais je vais juste faire remarquer. Oui, non, mais d'accord. Faire remarquer. C'est factuel. Non, mais vous y rajoutez. C'est factuel. Oui, vous y rajoutez. Un ministre de l'Éducation. Et donc, je crois aussi qu'on a, comment dire, j'allais dire plaisir, c'est un mot choquant, mais en tous les cas, on se repaît. Oui, on se repaît de ça, et se repaître de ça devient meurtrier. Bon. On reviendra sur le ministre de l'Éducation, qui sort de son rôle en disant ce qu'il pense lui et non pas ce que la loi dit. Oui. Et on va revenir évidemment sur pourquoi vous êtes là, Madame Sauvager. Votre livre, L'affaire Ramadan, sexe, mensonge, la chute d'une icône aux éditions Fayard. Mensonge avec un S. Oui, bien sûr. Oui. Bah, évidemment, il y en a plusieurs, évidemment. Dans un instant. Il y en a l'État. À tout de suite sur France Maghreb 2. Le grand forum avec aujourd'hui Audrey Pronosti, journaliste, Tarek Mami également journaliste, et notre invité Bernadette Sauvager, journaliste à Libération, auteur du livre L'affaire Ramadan, sexe, mensonge au pluriel comme faisait remarquer Tarek Mami, la chute d'une icône aux éditions Fayard. Avant de vous questionner sur le livre, juste pour que chacun et chacune comprenne un petit peu la position de France Maghreb 2 depuis le début de cette affaire. Nous avons reçu Madame Sauvager, Tarek Ramadan, le jour d'ailleurs de la sortie de son livre le 11 septembre dernier. Tarek Mami, ici présent, à votre droite, avait fait un avis tranché lors de l'incarcération, de la mise en détention de Tarek Ramadan. Le titre était « De quoi l'affaire Tarek Ramadan porte le nom ». Je vous propose juste de réécouter pour que chacune et chacun se mettent vraiment dans la position de la radio, qui est la ligne depuis le début dans le traitement de cette affaire Tarek Ramadan. De quoi l'affaire Tarek Ramadan est-elle le nom? Effectivement. Un auditeur m'interpelle. Monsieur Mami, que signifie pour vous l'affaire dite Tarek Ramadan? Vous qui êtes juriste, vous qui êtes journaliste, vous qui connaissez l'histoire de l'islam et de la France d'après vos chroniques et vos interventions téléphoniques. À une question directe, réponse directe. Cette réponse risque de fâcher tout le monde, ou pour le moins ne pas satisfaire entièrement les supporters et les détracteurs de M. Tarek Ramadan. Ma chronique ne vient ni soutenir aveuglement M. Tarek Ramadan, ni le flinguer sans aucune retenue. Pour cela, je me tiendrai aux faits. Seulement aux faits, uniquement aux faits, et j'oserai une question à la fin de cette chronique. Une chronique radiophonique que nous appelons ici à France Maghreb 2 avis tranché n'est ni une tribune à publier dans la presse écrite et les journaux dits du matin ou du soir, ni le préambule d'un livre, ni une analyse proposée à la confrontation d'idées ou alimenter une polémique de ce qu'on appelait jadis au Moyen Âge une controverse. Notre ami Feu Brahim Hasmaïl avait l'habitude de titiller nos oreilles tous les jours avec son billet quotidien qui avait pour titre « Dormez bien, braves gens ». La terre tourne, mais elle tourne sans vous. Brahim Hasmaïl et son billet quotidien nous manque, et son billet sur DSK dans l'affaire du viol de Nafissatou Diallo restera dans nos mémoires. La chronique est pour nous une fulgurance du moment qui, comme un sondage, donne une photographie instantanée de notre état d'esprit et qui appartient, cette chronique, à la catégorie casuistique de la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Monsieur Tarek Ramadan est un homme avec d'immenses qualités intellectuelles et pédagogiques qui captive de très nombreux publics intéressés par la religion et la culture et la civilisation arabo-musulmane, mais pas que. Comme tous les hommes, monsieur Tarek Ramadan a des défauts que connaissent sa famille, ses amis et ses proches. Et d'un coup, avec l'accusation de viol portée contre M. Tarek Ramadan par deux femmes, l'une sous pseudonyme Christelle, faisant monter les faits d'une agression sexuelle supposée à 2009, et l'autre à visage découvert, Mme Henda Ayari, qui fait remonter des faits d'agression sexuelle supposés à 2012. Chacun en rajoute sur les défauts de M. Ramadan. Nous ne dirons pas plus, nous, et nous revenons aux faits. Ce qui m'intéresse,
c'est la situation des accusatrices et la situation de l'accusé. S'il va sans dire que l'acteur de toute violence physique, et plus encore toute violence physique sexuelle et agression de viol, doit passer par toute la rigueur de la loi, il faut le dire, le redire, le répéter et le matraquer ici sur France Maghreb 2, tant les clichés frappent les citoyens français de culture musulmane sur leur supposé machisme, domination sans faille de leurs mères, sœurs, femmes et filles à travers celle qui porte le foulard, pour paraphraser M. Mohamed Sifawi. Mais quand je dis acteur, c'est tout acteur et pas exclusivement ou seulement M. Tariq Ramadan. Les accusatrices ont toute notre affection et soutien, jusqu'à ce que la justice leur donne droit au tort. L'accusé, lui, a droit à notre respect, au vu de nos principes moraux et juridiques, tant nous avons appris, et c'est une très bonne chose, que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que la justice se prononce définitivement sur son cas. Or, ce qui me blesse, et ce qui blesse tous ceux qui défendent la loi, le droit et le triptyque de la République, liberté, égalité, fraternité, c'est qu'une immense majorité de citoyens commentateurs, à travers les réseaux sociaux, mais aussi de commentateurs professionnels, se lâchent, oublient le principe de cette innocence. Tout le monde monte en charge contre M. Ramadan. Et les fameux défenseurs des droits de l'homme qui voulaient jadis et jusqu'à hier au secours de la longue liste des violeurs avérés et qui reconnaissent les faits, voire des peuples opprimés à part les Palestiniens, bien sûr, sont aujourd'hui bouche fermée. On dirait qu'ils se sont cousus les lèvres. Ils ont même réussi à nous retirer de nos mémoires la déclaration d'un ministre de la Culture en exercice à propos d'un certain M. Polanski, qui disait alors que l'œuvre dépasse l'homme. Personne ne dit cette phrase quand il s'agit de M. Tariq Ramadan. Un fait divers de viol tourne à l'affaire avec un grand A, plus importante que l'affaire du meurtre de la petite Maïlis, petite fille, et je précise ici qu'il n'est pas pour nous une place pour comparer les drames et les souffrances des uns et des autres. Mais les faits sont têtus. Une plainte déposée en Bretagne se retrouve rapatriée à Paris sous l'autorité d'un procureur que tous les Français ont découvert uniquement dans les affaires d'actes terroristes, et on ne sait pas pourquoi cet rapatriement a-t-il eu lieu. Est-ce pour lui donner plus de sonorité, plus de bruit médiatique, ou pour enfoncer l'homme accusé? Une plaignante se pavane sur les plateaux de télévision à des heures de grande écoute et refuse de confronter l'homme contre lequel elle porte des accusations graves. Personne ne se pose la question et personne, apparemment, trouve cela normal. Des adversaires politiques et intellectuels de M. Ramadan deviennent des auxiliaires de justice. Des aiguilleurs de justice. Un homme dont le dossier médical indiquait qu'il est manifestement malade est quand même incarcéré. Un prisonnier en préventive interdit de rencontrer sa famille, et sa famille nous dit qu'il ne dispose pas de ces médicaments et surtout pas de ces antidouleurs. Monsieur Ramadan peut avoir tous les défauts du monde, mais doit avoir les mêmes droits que tous les citoyens. Sauf erreur de mémoire et de résultat qu'a bien voulu me faire parvenir M. Google, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé d'antécédent judiciaire d'un homme accusé de viol sur des personnes adultes incarcérées au début de l'enquête. C'est vrai que contre M. Tariq Ramadan, deux arguments de poids sont entre les mains de ceux qui veulent le juger. Premièrement, il n'est pas citoyen français, mais citoyen suisse. Deuxièmement, et c'est une circonstance aggravante pour beaucoup, il est de confession musulmane. Disons pour terminer, disons-le clairement, aujourd'hui pour beaucoup de citoyens français de culture musulmane et bien au-delà de ce cercle restreint de la population française, tous ces gens prennent en charge, épousent et s'approprient toutes les théories de complot
non pas dans le sens généralement développé dans la presse française, mais dans le sens de dire aujourd'hui en France, pour les musulmans, il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a le règne de l'islamophobie. Cette affaire est une affaire politique et pas une affaire judiciaire. Certains d'entre eux poussent même le bouchon avec l'expression « les juifs ont eu l'affaire Dreyfus, les musulmans ont aujourd'hui l'affaire Tariq Ramadan ». Avec une précision amère, c'est oublier très vite les souffrances de 2 hommes, Dreyfus et Ramadan, pour retenir l'innocence de l'accusé d'hier, Dreyfus, et espérer l'innocence de l'accusé d'aujourd'hui, Ramadan, afin que la République reste la République. Bernadette Sauvager, petite réaction à cette avis tranché qui a été, je le rappelle, réalisé dans la semaine où Tariq Ramadan a été placé en détention. Alors moi je vais juste rappeler une chose, c'est qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre la France et la Suisse. Oui. Voilà. Très bien. Première question à propos de votre livre, Madame Sauvager. Pourquoi avez-vous décidé de consacrer un livre justement sur Tariq Ramadan, un personnage d'ailleurs que vous avez rencontré à plusieurs reprises, on en reviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans ce personnage? Ah non, moi je ne vais pas fasciné par le personnage, je suis fasciné, ça peut... Fasciné par l'histoire, oui, moi je pense que l'histoire, voilà. C'est une histoire. Alors il se trouve que moi je ne suis pas une journaliste judiciaire, je suis une journaliste spécialiste des questions de religion à Libération, et que depuis 20 ans, pas seulement à Libération, mais dans d'autres titres de la presse française, je travaille sur ces questions-là. Donc quand l'affaire a éclaté, j'ai hérité du dossier à Libération. On m'a demandé de suivre l'affaire. Donc, pardon. Et ça m'a... Excusez-moi. Ça a été... Excusez-moi. Petit chat dans la gorge. Ça peut arriver. Et un petit verre d'eau. Voilà, et ça ira beaucoup mieux. Tenez. Bernadette Sauvager. Oui. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Excusez-moi. Ça arrive. Non, je suis asthmatique, donc de temps en temps, ça bloque un peu. Voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'ai trouvé intéressant de le raconter sur le long cours, de cette histoire. Combien de temps d'ailleurs vous avez... Non. Le projet du livre a duré, on va dire, 1 an et demi. Voilà, le projet du livre s'est dessiné en avril, au printemps 2018, et il est sorti donc à la mi-septembre 2019. Donc, tout en, enfin, je suivais ce dossier aussi à Libération. Moi, je trouve que c'est une histoire passionnante parce que, au-delà, moi, je ne crois pas que c'est une affaire qui a une coloration politique. Je ne crois pas que Tariq Ramadan soit un prisonnier politique. Je crois que la France est un État de droit. Je crois que la France a un code de procédure pénale et que ce code de procédure pénale, quoi qu'on en dise, a été respecté dans l'affaire Ramadan. Je veux dire, Tariq Ramadan a déposé à plusieurs reprises des demandes de remise en liberté. Ouais. Ces demandes de remise en liberté ont été examinées par des juges. Ouais. À plusieurs reprises, des juges différents qui ont pris à plusieurs reprises la même décision, et notamment parce que Tariq Ramadan est de nationalité suisse et que il n'y a pas d'accord d'extradition. C'est bien le problème de l'affaire Polanski, hein. Donc on ne voulait pas rééditer les erreurs de l'affaire Polanski, d'une part. D'autre part, Tariq Ramadan a nié très longtemps un certain nombre de choses, a menti très longtemps sur un certain nombre de choses, et notamment sur le fait qu'il avait bien eu des relations sexuelles avec les femmes qui l'accusaient. Je veux dire, donc il y avait des éléments qui pouvaient expliquer. Il y a aussi dans le dossier des menaces, des preuves de menaces qu'il a et de pression qu'il a exercées sur un certain nombre de ces femmes. Donc il y avait ces éléments-là. Je veux dire, les juges ont considéré que
que il y avait des raisons pour lesquelles le placer en détention provisoire. Moi, je veux bien qu'on dise que c'était pour des motifs politiques. Moi, j'attends qu'on me le prouve. Voilà, je veux dire, je l'ai dit à la presse suisse, voilà, une émission à la radio suisse romande, disant la Suisse et la France, jusqu'à présent, c'est pas parfait, mais reste et demeure des États de droit. Tarek Mami. Alors, moi j'ai lu le livre que j'ai reçu après-midi, je peux vous dire que j'ai tout lu. Mais j'avais déjà lu plein de choses autour des livres. Je vous ai vu sur différentes chaînes de télévision, sur C5, je sais pas comment ça s'appelle, ou la 5, sur CNews, sur BFM. Ah non, je sais pas aller à CNews. C'est pas grave. Alors c'était BFM, LC, non mais je veux dire, et surtout Europe 1, oui. Une matinale qui était très bien d'ailleurs. Oui. Et j'ai lu surtout, comment dire, je retiens le bel article, le bel hommage qui vous a été fait par Le Monde, par Cécile Chambreau. Et je retire la phrase clé de cet article qui dit que l'une des forces du livre est d'entrer, de votre livre bien sûr, Bernadette Sauvager, est d'entrer dans le détail des relations complexes de ces femmes avec Tarek Ramadan, qui les a parfois conduites à maintenir des liens avec donc le théologien, au moins numérique, bien après ce qu'elles décrivent être comme des agressions. Et cet article, en fait, il pousse à lire votre livre, à acheter votre livre. Moi, j'ai lu cet article, j'ai lu votre livre, et j'ai 2 ou 3 petites questions de réflexion. La première, votre livre comporte des dizaines et des dizaines, je n'ai pas voulu les compter, de conditionnels entre aurait et serait, qui affaiblissent quand même une partie du récit. Ça, c'est la grosse remarque. Et la deuxième, c'est que vous citez comme témoin à décharge, j'allais dire, François Burgat, en faveur de Tarek Ramadan. Vous dites que c'est un bon compère à lui et vous dites comment ils ont vécu plein de choses. Par contre, en face, il y a beaucoup de personnes qui ont eu beaucoup de problèmes avec Tarek Ramadan, notamment Yann Hamel. On sait qu'il s'est même vanté à la fin que c'est lui qui a fait tomber Tarek Ramadan. Il s'est vanté, c'est pas vous qui l'écriviez, mais lui, il se vante. Et beaucoup de personnes qui ont beaucoup travaillé avec Tarek Ramadan. Est-ce que c'est conditionnel? Oui. Que rajouteraient les conditionnels dans un livre, surtout que vous avez sorti, j'allais dire, le récit d'une personne qui aujourd'hui n'est pas dans la procédure, en tout cas en France, et qui amène une lumière quelque part crue sur le comportement de M. Ramadan avec les femmes ou avec cette femme. Sur les conditionnels, tout simplement parce que nous sommes dans le cadre d'une affaire qui est en cours, qui n'est pas jugée. Donc voilà. C'est-à-dire que tant qu'elle n'est pas jugée, il y a 2 versions. C'est la règle. C'est pas le choix, c'était où on écrit quelque chose avant que le procès n'ait eu lieu, ou on n'écrit rien. Et si on écrit quelque chose, on est contraint, soumis à un certain nombre de la présomption d'innocence. C'est-à-dire ces conditionnels sont là pour garantir une présomption d'innocence. Tout simplement, je veux dire, on peut existe, bien sûr. Qui existe. Je veux dire, c'est la règle. C'est pas, c'est simplement, voilà. Alors, les règles sont pas tout à fait les mêmes quand il s'agit d'un article et quand il s'agit d'un livre. Quand il s'agit d'un article, on est aussi soumis au contradictoire. Hein, oui, tout à fait. Oui. Voilà, c'est moins strict pour le livre. Voilà, ce livre a été relu et re-relu par les avocats. Bien sûr. Il y a eu 2 suppressions de passages. Quelques rajouts de précision et quelques rajouts de conditionnels. Mais c'est, voilà, quand on dit le respect de la présomption d'innocence, ces conditionnels font partie de cela. Voilà. D'accord. Alors, justement, vous avez donc décidé d'entamer ce travail en amont, avant un potentiel procès, avant une décision de justice. Oui. Concrètement, quelles ont été vos motivations journalistiques, en fait, les motivations qui vous ont poussé à vous exprimer à ce moment précis, justement. On sait que vous êtes spécialisé sur la question religieuse. Oui. Au-delà de ça. Oui, parce que je pense que l'histoire se tenait déjà. D'accord. Dire, on avait déjà
une unité de temps, de lieu et de récit, c'est-à-dire la chute, pour moi effectivement, la chute de Tariq Ramadan, la mise à jour. Il y a le volet judiciaire, il y a les accusations de viol. Je fais remarquer quand même qu'il y a 4 plaintes, qu'il y a une 5e plainte en Suisse, et qu'il y a un réquisitoire supplétif sur deux des femmes, sur les affaires qui concernent 2 femmes qui ont été interrogées par la brigade criminelle au printemps et à l'été 2019. Donc en tout, on est à 7 femmes qui sont dans ce dossier, plus 2 autres femmes qui témoignent sous X. Donc on est il y a 9 histoires qui sont dans ce dossier. Donc c'est quand même pas rien, avec des modus d'approche, avec des manières de procéder qui se retrouvent de l'une à l'autre. Voilà. Donc c'est pas rien. Mais pour revenir à votre question, donc il y a ce volet de l'affaire judiciaire, mais effectivement, cette affaire judiciaire, elle n'est pas que judiciaire. Moi, je dément le fait que il était incarcéré, mis en détention provisoire pour des raisons politiques, ou que c'est un complot politique ou un traquenard, si Monsieur Ramadan préfère le mot traquenard politique contre Tariq Ramadan. Mais effectivement, je veux dire, le fait que ces plaintes ont dévoilé la partie d'ombre qu'il y avait chez Tariq Ramadan, l'envers du décor de la vie de Tariq Ramadan, c'est-à-dire cette double vie, ces pratiques sexuelles extrêmes, en parfaite contradiction avec ce qu'il a prôné pendant des années devant des auditoires de milliers de jeunes musulmans admiratifs de son discours, de sa personne. Donc le dévoilement de cette double vie fait qu'aujourd'hui le leadership de Tariq Ramadan s'est écroulé. Donc il y avait, pour moi qui suis ces questions-là depuis 20 ans, matière à raconter comment effectivement cet homme a connu cette ascension, pourquoi il a occupé cette place prépondérante sur la scène musulmane européenne, quasiment, enfin au moins européenne, internationale, surtout occidentale, parce qu'elle était en Europe, un peu en Angleterre, et un peu aux États-Unis. Francophone, parce qu'en Angleterre, l'audience de Tariq Ramadan, hormis le rôle qu'il joue, les cours qu'il donne à Oxford, n'est absolument pas comparable en France, mais en tous les cas, sur la scène francophone, c'est quelqu'un qui a joué un rôle prépondérant. Et cette histoire-là, elle est au moins momentanément terminée. Alors justement, vous parliez du fait que on va considérer qu'il y a 9 cas. On vous écoute, je reprends ce que vous venez de dire. Oui. Donc, il est resté près de 10 mois en détention provisoire. Alors, on va faire une mauvaise boutade. 9 affaires, 9 mois. Donc voilà, factuellement, il est resté près de 10 mois et donc il a fait plusieurs demandes de libération conditionnelle. Donc là maintenant, il est sous contrôle judiciaire, je le rappelle. Strict. Vous, journalistiquement, en tant que journaliste, encore une fois, je le rappelle, par rapport à l'enquête que vous avez faite, comment expliquez-vous que la justice lui ait accordé cette liberté, finalement? Je sais pas, il faut demander au juge en tous les cas. Par rapport à votre enquête, en fait. Oui, enfin, en tous les cas, c'est-à-dire que le 22, la date du 22 octobre est extrêmement importante. C'est-à-dire que là, Tariq Ramadan a demandé quelques semaines plus tôt à être entendu à nouveau par les juges, et il va dire effectivement, j'ai eu des relations sexuelles avec ces femmes, avec Enda Yari et Christelle, ces 2 premières femmes qui m'ont accusé de viol. Je veux dire, voilà, et aussi, j'imagine, mais moi je n'ai pas accès à toutes les pièces du dossier, loin de là. J'imagine aussi que les juges ont considéré que l'enquête avait suffisamment avancé, qu'il n'y avait plus nécessité
de mettre de placer Tariq Ramadan en détention. Il y a eu d'abord cet aveu-là, et ensuite, voilà, ils ont sans doute, mais moi je ne sais pas, il faudrait poser la question aux avocats ou aux juges, mais j'imagine que ils ont aussi considéré que voilà, les éléments de l'enquête, il y avait les expertises informatiques avaient été faites, il y avait un certain nombre d'investigations qui ont été faites, donc il n'y avait plus lieu de craindre des pressions sur des témoins, sur les victimes. Alors, puisque un des motifs tout à fait. de la mise en détention provisoire, c'était le risque de fuite à l'étranger. Je veux dire, et le sachant qu'il avait remis son passeport et tous les papiers nécessaires pour justement prouver qu'il n'avait pas l'intention de s'enfuir. Non, mais ça c'est juridique. C'est classique. Ouais. Je veux dire, n'importe quel avocat le confirmerait. C'est classique de mettre quelqu'un en détention, quelqu'un qui a une nationalité étrangère et qui en plus d'un pays qui n'a pas d'accord d'extradition avec la France, c'est absolument pas exceptionnel. Bon, il faut qu'on fasse une pause, Tariq Mami, Audrey Pronesti, Bernadette Sauvager. On revient, évidemment, dans un instant, en détail. En votre phrase, dans la chronologie. D'accord. Voilà, la chronologie. Bernadette Sauvager, journaliste à Libération, auteur du livre L'affaire Ramadan, sexe, mensonge, la chute d'une icône, invité sur France Maghreb 2. Aujourd'hui, on est de retour très vite dans cette émission du Grand Forum sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum avec Audrey Pronesti, Tariq Mami pour m'accompagner. Invité aujourd'hui Bernadette Sauvager, auteur du livre L'affaire Ramadan, sexe et mensonge, la chute d'une icône. Tariq Mami, votre question. Alors je rebondis sur votre réponse par rapport à la question de Audrey sur la Libération. Moi j'étais surpris parce que comme je vous dis, j'ai lu le livre dans toutes ces pages. Et quand j'arrive à la chronologie, à la page, donc pour être précis, 247, à la date du 15 novembre, vous écrivez « Un coup de théâtre se produit à la cour d'appel lors d'une audience à laquelle assiste la fille aînée du théologien, donc Myriam. La cour accepte la mise en liberté qui était en détention provisoire. » Alors pourquoi cette expression « coup de théâtre » alors que vous venez de développer ici sur France Maghreb 2, j'allais dire la légitimité, je mettrais ça entre guillemets, du fait qu'il soit libéré. Et j'ai eu l'impression comme si vous étiez étonné par la présence à l'audience de la fille de théologien dans la formulation. Absolument. Alors, oui, ça a surpris tout le monde et ça surprend encore tout le monde, parce que ces auditions à la cour d'appel de la chambre de l'instruction, qui ont lieu non pas au nouveau palais de justice au Batignolles, mais toujours au palais de justice de l'île de la Cité. Tout à fait. On a 99,99% des cas à huis clos. Oui. Et en fait, moi j'ai été prévenu un quart d'heure après le début de l'audience, comme quoi l'audience était publique, et non seulement l'audience était publique, mais effectivement et de plus, Tariq Ramadan était là. Ouais. Donc effectivement, ça a surpris les avocats eux-mêmes des parties civiles. Et voilà, Myriam, moi je suis allée plusieurs fois on s'est croisés d'ailleurs dans les couloirs. Je suis allée plusieurs fois au palais de justice. Je n'y avais jamais vu Myriam Ramadan. On y a vu beaucoup Fanny Bouher-Motti. Oui. Mais je n'y avais jamais vu la fille aînée de Tariq Ramadan. Et il y avait une dizaine de supporters qui étaient là. Donc voilà. Et pourquoi le mot coup de théâtre pour vous ? Parce qu'effectivement, voilà, ça reste un mystère. Hein. Pourquoi elle était là ? Comment ça se fait que ces gens-là savaient éventuellement qu'elle serait publique ? Voilà. Donc il y a déjà ce mystère-là, parce que je vous dis, on n'a jamais vu la fille de Tariq Ramadan dans les couloirs du palais de justice. Voilà. Alors c'est Christophe Permet. Oui. En fait, moi j'ai une demi-réponse. Oui. Parce que cette date, je l'avais prévue. Oui. Au bout de 3 mois, moi qui ai été avocat dans une autre vie, et j'ai calculé que le date de renvoi, donc de demande de libération, plus les appels,
à un certain moment, donc ça arrive automatique, ça devient mécanique. D'accord. Voilà. Et donc je l'avais prévu plusieurs mois à l'avance, Christophe s'en rappelle, et c'est pour ça que j'étais surpris que beaucoup de gens étaient surpris, y compris les avocats. D'accord. Alors que c'était une marche mécanique de la justice française. La surprise. Enfin voilà, moi effectivement, pour beaucoup de gens, c'était. Beaucoup de gens pensaient qu'il ne serait pas encore libéré à ce moment-là. Bon, vous êtes plus malin que tous ces gens-là. C'est ce qu'on dit dans le code de procédure. Voilà, mais en tous les cas, qu'elle ait été publique reste un point d'interrogation. Oui. Alors, plusieurs questions, Madame Sauvager. Tariq Ramadan a décidé de s'exprimer, de sortir médiatiquement. Ça s'est fait d'abord quelques jours avant la sortie de son livre chez nos confrères de BFM TV, puis ici chez nous le 11 septembre dernier, à l'occasion de la sortie de son livre. Qu'on a d'ailleurs tenté de faire interdire en matière de parution, prétextant le fait que Tariq Ramadan aurait révélé l'identité de l'une des plaignantes, Christelle. Sauf qu'on a fait nos recherches, c'est BFM TV qui un an plus tôt l'avait donné ce nom. Sauf erreur de notre part, mais en tout cas c'est pas Tariq Ramadan qui a rendu public le nom de cette accusatrice. Alors moi je suis absolument pas d'accord sur le terme. Ah bah oui, vous pouvez, mais on a fait notre recherche. Alors moi je suis absolument pas d'accord sur le terme interdire. Je veux dire l'avocate Christelle et Maître Morin a été très clair là-dessus. Il s'agissait pas du tout. Oui, tout à fait. Elle voulait caviarder le livre comme on disait au 19e siècle. Caviarder, ça veut dire retirer le nom. Non, mais je veux dire, voilà, il y a une obligation légale. Je veux dire, les victimes d'agressions sexuelles ont le droit à l'anonymat. Oui. Voilà. Je ne suis absolument pas d'accord non plus sur ce que vous dites. D'abord, il n'y a eu aucune volonté d'interdire le livre. C'est-à-dire ça, c'est une interprétation. Vous avez le droit de le dire, mais c'est une interprétation avec laquelle moi je ne suis pas d'accord. L'avocat de Maître Morin, l'avocat de Christelle, a été clair là-dessus. Il ne s'agit pas d'interdire la sortie, de censurer le livre sur le contenu, même si il y a des choses sur lesquelles on pourrait revenir, notamment, moi il me traite de malhonnête. Bon, voilà, dans son livre à lui oui, dans son livre à lui. Il dit un certain nombre de choses sur un certain nombre de confrères, je trouve qu'ils sont totalement... assez hallucinantes. Voilà, des choses je trouve qui sont excessives, etc. Bref, en tous les cas, il s'agissait pas ni de censurer ni d'interdire ce livre. Il s'agissait simplement de faire respecter une demande d'une des plaignantes, à savoir qu'elle était nommément désignée et aux yeux de la loi française, elle a le droit de le demander. Oui. Et je voudrais juste aussi faire remarquer que Tariq Ramadan a bien été condamné pour cela. Il a bien été condamné à cette audience où on a autorisé la publication du livre. Il a été en parallèle condamné là-dessus. Oui. Là, c'est première chose. Deuxième chose sur laquelle je ne suis absolument pas d'accord avec vous, les premiers à donner le nom de Christelle, c'est pas BFM, mais c'est pas... C'est une dépêche AFP. C'est une dépêche AFP qui cite... Oui. Qui donne une citation de l'avocat d'Emmanuel Marcini. Tout à fait. Donc je veux dire c'est absolument pas BFM, voilà. Et je vais remonter. Donc c'est bien l'avocat de Tariq Ramadan, Maître Emmanuel Marcini, qui est le premier à donner l'identité de Christelle. Donc voilà. Premièrement, et deuxièmement, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un autre site d'information musulman qui s'appelle le Muslim Post, qui donne. Je ne sais pas si c'est Maître Marcini ou si c'est ce site d'information. Donc voilà. Moi, dans la dépêche que j'ai trouvée, ça serait, sous toute réserve, parce que l'histoire ne confirmera, je l'ai envoyé à la rédaction, ça serait l'avocate de Madame Christelle qui, dans une déclaration peut-être fermée, aurait donné le nom et l'AFP aurait pris ça comme première source. C'est une citation de Maître Marcini. Moi, je l'ai, la dépêche, l'AFP, je peux vous l'envoyer. Alors, juste une information qui vient de tomber. Apparemment, l'attaque de la mosquée de Bayonne, l'état psychique de l'assaillant est en question, d'après monsieur le procureur de la République. Très bien.
Alors, parenthèse refermée. Quand Monsieur Tariq Ramadan... Non, mais je trouve que c'est important de dire que, voilà, sur le fait d'interdire, de parler de censure, déjà, je veux dire, on crée quelque chose qui induit, voilà... alors, c'est quoi, madame? C'est pas une censure. Mais c'est quoi, alors? Non, la preuve, le bouquin est sorti. Bah oui, la preuve. Mais il a été condamné pour le fait, sur le fait que... j'ai lu le jugement. Sur le fait qu'il a donné le nom de cette plaignante. Alors, je veux dire, c'est dans la loi, c'est dans la loi. Oui. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que quand il était ici devant votre micro, il n'a pas donné ce nom. Il ne l'a pas donné. Ouais. Donc il a bien retenu la leçon du tribunal. À chaque fois qu'il a parlé de cette affaire et de cette plaignante, il a employé son pseudonyme, c'est-à-dire Christelle. Christelle, voilà. On est d'accord. Alors, le jugement dit clairement, je l'ai lu, le jugement, moi je l'ai dans mon bureau, il dit clairement que le nom avait déjà auparavant été cité, et c'est la raison juridique qu'il fait que le tribunal n'accède pas à sa demande, non pas de censurer les livres, mais de reporter sa publication en enlevant les 84 fois, ou le nom de 84 fois, où j'ai lu aussi les livres de Monsieur Ramadan, comme j'ai lu le vôtre, et donc les 84 fois, où Monsieur Ramadan a cité le vrai nom de ma... Donc il ne s'agit pas de censure ni d'interdiction. Oui, alors moi j'ai une question par rapport aux déclarations de Monsieur Tariq Ramadan, en particulier chez nos confrères de BFM, où il dit la brigade anticriminelle vraiment aujourd'hui m'a quasiment innocenté, c'est clairement ce qu'il a dit, et il dit à propos des accusatrices, tout s'est écroulé comme un château de cartes. Elles ne savent plus où elles ont été violées, ni quel jour, ni quelle date. Quel est votre regard par rapport effectivement à ces accusatrices? Est-ce que vous avez étudié un petit peu le profil? Alors moi je suis pas juge. Nous non plus, ça vous aurait pas échappé. Voilà. Je ne suis pas juge. Alors, c'est vrai que Tariq Ramadan et ses supporters répètent comme un mantra que la brigade criminelle l'a innocenté. Moi, je voudrais juste dire qu'il appartient au juge d'instruction de trancher dans cette affaire, à savoir, au terme de l'information judiciaire, l'instruction judiciaire, de décider s'il le renvoie ou non devant un tribunal. C'est pas à la brigade criminelle de... Alors, juste pour la troisième affaire, parce que les deux autres, apparemment, vont tomber sur la prescription. Celle de Hinda Ayari de Christelle, datant de 2009. Oui. Et de 2012, ne pourrait pas, en droit, apparemment, être envoyé devant un cours. Il n'y a que celle de la troisième. Par rapport à quoi? À la prescription au délai de l'accomplissement des faits. Sur ces deux dames. Non, il y a 10 ans pour les accusations de viol. Donc on est encore dans les clous, si je puis dire, de toute façon. Et puis il n'aurait pas mis en examen si ça tombait sur le coup de la prescription, de toute façon. Donc de toute façon, je veux dire, la brigade criminelle n'est pas là pour dire si oui ou non Tariq Ramadan est innocent. Je veux dire, elle est là pour mener ses investigations sous la houlette des juges d'instruction et des commissions rogatoires des juges d'instruction. Voilà, donc c'est pas la brigade criminelle, ce sera pas la brigade criminelle qui dira Tariq Ramadan est innocent ou pas innocent. Bien entendu. Elle mène les investigations que lui demandent de mener les juges d'instruction. Et c'est au vu de ces investigations que justement Monsieur Ramadan s'est exprimé là-dessus. Alors sur le profil des accusatrices... Juste, il faut dire que dans le livre de Bernadette Sauvager, la date du fin août 2019, c'est pratiquement la dernière phrase. Elle rapporte les positions justement sur ce que dit Monsieur Ramadan et son avocat, puisque la dernière phrase du livre, si j'ai bien lu, c'est l'avocat de Tariq Ramadan, Maître Marcini, estime pour sa part que toute l'accusation s'écroule définitivement. C'est peut-être une porte pour écrire un second livre, ça. Non, je veux dire ça, parce que j'ai actualisé jusqu'au dernier moment, mais il faut lire ce que disent les personnes un petit peu plus haut. Je veux dire, voilà. Moi, je sais pas. Je veux dire, dans cette affaire, d'abord les affaires judiciaires de viol. Je vais juste rappeler que il y a très peu de plaintes. On dit que un viol sur 10 donne lieu à des plaintes. Et sur ces plaintes, grosso modo, il y a 10% des plaintes qui aboutissent à des condamnations. Il y a beaucoup de ces plaintes qui sont requalifiées en agression sexuelle.
Parce que effectivement, ce sont des affaires compliquées. Au bout du bout, c'est souvent parole contre parole. Oui, évidemment. Voilà. Et après, je vais juste. Oui, pardon. Mais je voudrais juste finir sur le profil. Pardon. Oui, le profil des accusatrices. Non, ce que je veux dire. Donc voilà. Moi, je crois que l'affaire Ramadan, elle pose deux questions de fond. Qu'est-ce que c'est qu'une relation d'emprise? Voilà. Je crois que ça c'est une question. Voilà. Je crois que Tariq Ramadan avait un charisme très particulier que certains appellent manipulateur, prédateur. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est effectivement les relations entre comment on devient la proie d'un prédateur, si prédateur il y a. Par la justice, voilà. Mais en tous les cas, ces rapports troubles, compliqués, que peuvent exercer des hommes de pouvoir, des hommes avec un charisme très particulier, qui peuvent conduire des êtres à commettre et à se soumettre à des choses qu'au fond elles ne veulent pas, elles ne souhaitent pas. Je veux dire, dans le dossier de Tariq Ramadan, il y a une des femmes pour laquelle il y a ce réquisitoire supplétif du mois de septembre du procureur, l'une des deux femmes interrogées par la brigade criminelle, qui dit il faudrait une autre qualification. Elle dit c'est au-delà du viol physique, c'est un viol moral. Parce que Tariq Ramadan, ça reste Tariq Ramadan. Voilà. Audrey. C'est pour juste dire que dans cette affaire-là, je crois qu'il y a la problématique du consentement, la difficulté de juger des affaires de viol, où au final, souvent, on arrive à des histoires de parole contre parole. Et je crois qu'au fond, s'il y a procès un jour, l'une des choses qui seront au cœur de ce procès, ce sera la question de l'emprise. La dépêche, attaque de la mosquée de Bayonne. Le suspect dit vouloir venger la destruction de la cathédrale de Paris. Très bien, super. Audrey Ponosti. Je ne fais que donner les détails. Oui, bien entendu. Justement, le point sur lequel je souhaitais revenir, c'est l'aspect de l'homme de pouvoir que justement vous venez d'aborder. Donc Tariq Ramadan, c'est un homme de pouvoir. Il le sait, il en est conscient puisqu'il a reconnu lui-même avoir déçu de par sa représentation, de sa symbolique. Il l'est toujours d'ailleurs d'une certaine manière, tant qu'il n'est pas jugé. Il y a toujours des personnes qui le soutiennent. D'ailleurs, ça donnera lieu à une autre question que je vous poserai par la suite. Donc vous mettez en lumière effectivement le profil d'un homme avec un potentiel de séduction extrêmement complexe vis-à-vis des femmes qu'il a côtoyées. Donc aujourd'hui, il est accusé d'agression sexuelle, c'est quand même pas rien, surtout à l'heure actuelle. Vous disiez que la parole se libère, mais petit à petit. Moi, la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce que, sachant que tout à l'heure vous disiez que effectivement c'était pas une incarcération politique, je l'entends, vos propos sont... On l'a jamais dit ici sur France Maghreb 2. On pourrait être vu comme... Ça peut être vu comme tel. Voilà, c'est pas la même chose. Selon vous, est-ce que c'est l'homme en tant que tel qui est jugé, en fin de compte, qui est mis sur le banc des accusés, ou bien justement c'est la symbolique, indépendamment du fait que des crimes qui lui sont reprochés, parce que ça a quand même un poids. Écoutez, moi je sais pas, c'est pas le symbole, c'est pas le leader religieux qui est mis en examen, c'est Tariq Ramadan comme être humain. Parce que tout à l'heure, vous parliez de l'islam. Oui, mais bien sûr, il incarne ça, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est le code je veux dire, le droit est le même pour tout le monde. Je veux dire, il a pas plus à répondre parce que il a à répondre, moi, je crois, à ses auditoires, aux gens qui l'ont suivi, qui l'ont cru. Je crois que il y a quand même eu. Alors il dit, mais il fallait pas qu'il fasse attention. Il fallait qu'il fasse attention au message et pas aux messagers. Bon, d'accord. Je trouve que c'est habile rhétoriquement pour se défendre, mais quand même, je veux dire, il a trompé un certain nombre d'auditoires. Et juste devant Jean-Jacques Bourdin, quand Jean-Jacques Bourdin lui pose la question de la sodomie.
Jean-Jacques Bourdin lui demande, voilà, est-ce que vous avez condamné la sodomie dans vos conférences? Et Tariq Ramadan bafouille un peu et puis dit ah non, j'ai dit que en fait les écoles de droit juridique musulmanes n'étaient pas d'accord. Ce que grosso modo, enfin je veux dire que musulman un tout petit peu cultivé, c'est que c'est parfaitement faux déjà. Et Salim Leibi alors je sais que c'est quelqu'un de controversé, etc., mais a retrouvé une conférence où Tariq Ramadan condamne bel et bien la sodomie. Donc Tariq Ramadan, effectivement, a aussi abusé ses auditoires. Audrey. Mais c'est pas pour ça qu'il est poursuivi. Il est poursuivi parce que il y a 4 plaintes en France, une 5e en Suisse et un réquisitoire supplétif à partir des 2 auditions qui ont été faites devant la brigade criminelle. En 2008 d'ailleurs, en Suisse, Brigitte, que vous avez rencontrée, Bernadette Sauvager. Oui. Vous l'avez rencontrée en Suisse. D'ailleurs, c'est l'apport de ce livre par rapport à tout ce que les gens savent, puisque vous avez amené une exclusivité par oui, et puis il y a quelques autres petites voilà, par exemple, je disais dans le livre, et on l'a appris après coup, enfin ça a été confirmé après coup, que Tariq Ramadan par exemple avait des papiers d'identité pakistanais avant d'obtenir il n'a obtenu la nationalité suisse. Oui, tout à fait, oui, pendant la période il a obtenu la nationalité suisse, oui, tout à fait. Comme 84, et bon voilà, il y a un certain nombre d'un certain nombre de, voilà, je raconte dans le livre aussi le pourquoi du comment Yassine Bouzrou a été débarqué. Alors après, voilà, Ramadan le raconte lui-même, donne sa version dans les livres. Il y a un certain nombre de choses. Je raconte aussi que Spinner a été contacté par Lotfi Bellage le soir même de la première plainte, mais il a refusé. Enfin voilà, que c'est Ouria Boutelja qui a fait le go-between pour que Yassine Bouzrou soit le premier avocat de Tariq Ramadan. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Alors un membre de la rédaction me dit, quand on parle d'emprise, en général, l'emprise est un acte répété. Mais quand Christelle ou d'autres, ou lui-même, parle d'une fois, est-ce qu'on peut parler d'emprise au bout d'une rencontre? Oui, il y a emprise, c'est pas acte répété. Ça veut dire quoi, que parce qu'ils ont eu qu'une relation sexuelle, il y aurait pas d'emprise. Enfin, je vois pas très bien. Non, parce que l'emprise fait que pendant un moment, à une date, 3 mois, 6 mois, je sais pas combien de délai, cette personne est sous cap. Oui, alors que quand c'est une fois, je veux dire, le lendemain, une seule rencontre. Un seul échange. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'emprise, non. Enfin, je vois pas le rapport. D'ailleurs, Cécile Chambaud le dit d'une autre manière à la fin, dans cette même idée. C'est-à-dire, comment expliquer que après une rencontre, il y a une espèce de lien médiatique numérique qui continue avec les envois. Non, mais il y a des zones, d'interrogation. Je veux dire, puis voilà. Et je veux dire, vous et moi, nous ne sommes pas juges. Ah bah non. Et on souhaite pas l'être dans ce procès. Et ce sera effectivement au juge et lors du procès où tout sera débattu. Voilà, il y a des zones d'interrogation. Il y a voilà, et c'est bien pourquoi il y a une information judiciaire. Alors Brigitte, justement, la femme que vous avez rencontrée, qui dit avoir été violée en 2008, violée et séquestrée d'ailleurs. Est-ce qu'elle s'est rendue à la justice pour témoigner, Brigitte? Alors c'est pas une question de se rendre à la. Non, mais je vous pose la question, moi. Mais est-ce que vous pouvez la préciser parce que je ne la comprends pas. Comment ça, ma question est claire. Moi, j'ai la réponse, mais c'est à Bernadette de répondre. Oui. Est-ce qu'elle a déposé une plainte? La réponse est oui. Et cette plainte, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Puisque vous écrivez, vous et dans d'autres endroits, que elle est convoquée et que la procédure, j'allais dire entre guillemets, ne prospère pas encore. Mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, d'après vous, pour le volet Brigitte? Alors c'est vrai qu'effectivement, l'affaire suisse, donc elle a déposé plainte en avril 2018. Au mois de septembre 2018, Tariq Ramadan a été... je me souviens plus de la formule que voilà, en fait c'est l'équivalent, il y a eu l'équivalent d'une mise obligation de silence en quelque sorte. Il y a eu l'équivalent d'une mise en examen en septembre.
Il y a eu un certain nombre d'investigations qui ont été faites par la police suisse. Après, voilà, la difficulté dans cette procédure en Suisse, c'est que Tarek Ramadan était à ce moment-là en détention provisoire en France. Donc il fallait qu'il y ait un accord entre les justices suisses et françaises pour que Tarek Ramadan soit entendu dans le volet suisse. Voilà, il y a eu quelques difficultés de transmission de documents d'une justice à l'autre, ce qui fait que voilà, ça a un peu traîné et que au mois d'avril 2019, voilà, il a été décidé, enfin les juges français ont décidé qu'ils ne prêteraient pas aux Suisses Tarek Ramadan pour qu'il soit entendu à Genève. Justement, voilà, à cause de ce risque de soustraction à la justice française, donc ils craignent que Tarek Ramadan ne reste en Suisse ou ne cherche à rester en Suisse. Et je rappelle qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre la Suisse et la France. C'est bien été le problème dans l'affaire de Roman Polanski. Donc voilà, on en est là. C'est au juge français de fixer les dates des auditions qui auront lieu en France, les dates d'audition de Tarek Ramadan sur ce volet-là et les confrontations qui auraient lieu entre Brigitte et Tarek Ramadan, mais qui théoriquement devrait avoir lieu en France. Donc il revient à la justice française maintenant de fixer ces dates. Très bien. Dernière question de la part de Audrey, Tarek et moi-même. Dans un instant, le temps passe vite. Bernadette Sauvager, ici présente, journaliste et auteur du livre sorti au mois de septembre, l'affaire Ramadan, sexe, mensonge, la chute d'une icône, en direct sur France Maghreb 2 dans le Grand Forum. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum de retour pour cette dernière partie avec Tarek Mami, Audrey Pronosti et Bernadette Sauvager qui est notre invitée aujourd'hui, auteur du livre, rappelons-le, l'affaire Ramadan, sexe et mensonge, la chute d'une icône. Audrey. Oui, tout à l'heure on abordait la question de la division de cette affaire. Tarek Ramadan a parlé du fait que son affaire pourrait être assimilée à celle de l'affaire Dreyfus. Est-ce que vous, en tant que journaliste, et par rapport aussi au travail que vous avez fait, vous pouvez entendre ces propos ? Est-ce que vous pouvez les entendre et les comprendre ? Moi, je disais tout à l'heure que la France, jusqu'à présent, est un état de droit. Juste l'affaire Dreyfus, c'est un complot contre le capitaine Dreyfus, d'une institution qui est l'institution militaire. Je veux dire, moi, si on me dit, est-ce que vous pensez que on peut comparer, je veux dire, il faut d'abord qu'on me prouve qu'il y ait eu un complot d'État contre Tarek Ramadan. Ce que jusqu'à présent, moi en tous les cas, je n'en ai pas la preuve. Très bien. Je veux dire, moi si on me le démontre, je veux bien, mais ça ne me le paraît pas. Vous avez rencontré Tarek Ramadan à 2 reprises, en 1999 et en 2016. Quel a été le changement entre le personnage rencontré en 99 et celui de 2016, Bernadette Sauvager ? Oh là, je sais pas trop quoi vous dire. Non, ce serait malhonnête de ma part de dire, de répondre à cette question-là. J'ai pas passé 3 heures avec lui à chaque fois. Je veux dire, j'ai passé une demi-heure. Donc, j'ai assisté, je sais pas, à au moins une dizaine ou une douzaine de ces conférences. Et je l'ai rencontré effectivement 2 fois. Mais pas suffisamment longtemps à chaque fois pour répondre à cette question-là. J'aurais pas. Sur le plan intellectuel, vous admettez que c'est un homme qui, quand même, intellectuellement parlant, a quand même une certaine grandeur ou pas ? Écoutez, moi, question intéressante. Non, mais juste intellectuellement parlant, hormis les faits. Ça va pas être gentil, voilà. Ouais. Je vais pas être gentil. Moi, je me suis très souvent ennuyé à écouter Tarek Ramadan et à lire Tarek Ramadan. Voilà. Je pense que c'est un grand leader d'opinion. Je pense que c'est un grand débatteur. Il met à terre ses interlocuteurs. Oui. Il a une rhétorique très convaincante.
Moi, je pense pas que ce soit un grand penseur. Non, il n'a pas inventé de concept. Il nous avait promis une théologie de la libération musulmane dont on n'a jamais vu le jour. Voilà, dire. Moi, je suis pas ébloui par la pensée de Tariq Ramadan. Moi, je pense que Tariq Ramadan a donné la fierté d'être musulman à des milliers de jeunes musulmans dans les années 90-2000. Je crois que ça, c'est vrai. Il a formé des générations de militants associatifs. Et peut-être pas su préparer la suite, justement, la transition. Ah, mais je pense pas qu'il avait envie. Peut-être, oui, ça c'est peut-être là l'ego de la personne qui fait ça. Mais moi, ma toute dernière question. Beaucoup ont pensé, imaginé que le fait qu'il ait demandé la nationalité française est un lien avec tous ces ennuis judiciaires qui lui sont arrivés derrière. Est-ce qu'il faut vraiment aller jusque-là? Est-ce que je peux compléter la question? Bien sûr, je vous en prie. Alors, quand vous l'avez vu en 99, donc c'est loin, vous l'avez vu en 2016, et on dit donc vous l'avez vu alors qu'il venait de demander la nationalité française. Est-ce que vous lui avez, posé la question clairement? Pourquoi cette demande? Puisque pour beaucoup, c'est cette demande qui aurait été l'élément déclencheur des adversaires, non pas politiques, mais des adversaires en gros de Tariq Ramadan, parce que un mec redoutable, s'il était français, est-ce qu'il aurait une carrière politique? Voilà. Est-ce que vous lui avez posé la question pourquoi cette demande? Oui, alors il m'a dit mais je suis français depuis tout le temps. En gros, intellectuellement, il est français. Et puis comme Valls, il est français par sa femme, quoi. Bon, moi je pense que c'est une provocation de sa part. Je pense que c'était Tariq Ramadan, a toujours su et très habilement et politiquement se placer au cœur des polémiques pour en jouer. Et donc on était en plein débat sur la déchéance de nationalité. Donc voilà, il relance la machine en disant moi aussi je vais la demander, quoi. Sa femme est française, et donc donc lui m'a dit à ce moment-là, mes filles vont à l'école française, ma femme est franco-suisse et voilà, et française. J'ai des bureaux à Paris, beaucoup de mes activités se font à partir de Paris. Moi je suis si vous m'interrogez sur ma conviction, c'est pas celle c'est pas la journaliste qui parle parce que je ne peux pas le trancher, mais sur ma conviction, je pense que c'était une forme de jeu chez lui de le faire. Provocation, une forme de provocation. Moi, je crois pas à la. Je pense qu'il avait envie de revenir dans le jeu en France. Il avait créé cet institut de formation avec Othmani et Macri, mais la carrière politique, ça j'y crois pas. Alors ma dernière question, vraiment 5 secondes. Vous y avez répondu d'ailleurs. 2 petites remarques. Oui. Et je vais terminer. Gentille. J'espère. Pour moi, s'il y a 2 passages intéressants de votre livre à lire et à retenir, c'est la page 208, chers auditeurs, chères auditrices, les étranges messages de Henda Ayari, parce que ça explique la complexité de tout le dossier, donc faut lire ce paragraphe-là. Et la page 230, c'est Tariq Ramadan sera-t-il jugé? Parce que avec ces 2 choses, on tombe dans la justice et dans la morale, parce que ce dossier, il y a un volet moral qui est plus important que le dossier de justice, peut-être. Il y a un volet de justice sur lequel les gens invitent. Et je dirais, pour vous faire le compliment, parce qu'il en faut bien à la fin de l'émission, que votre livre se lit comme un roman policier, bien ficelé. Il satisfait la curiosité de tous ceux qui voulaient savoir tout. Les Français veulent savoir, donc, de Tariq Ramadan. Mais il est un peu fragilisé par le conditionnel. Oui, mais vous avez répondu au conditionnel. Ça reste un récit à lire d'un trait la preuve. J'ai reçu le livre hier vers 14h, 15h. Je l'ai lu avant de préparer mon émission. Je veux dire, je peux pas vous dire autre chose. Je veux dire, le conditionnel, tant qu'il n'y a pas eu de procès de condamnation ou de relax, on y est tenu. Et vous êtes d'accord pour qu'on lise ces 2 paragraphes, la 208 qu'on lise tout le livre. Non, j'avais une question de Audrey Pronosti, très importante par rapport à la préface, Audrey, s'il te plaît. Oui, alors permets-moi juste de la retrouver parmi mon flot. Je peux la poser à votre place de questions. Alors attends. Non, on va laisser Audrey quand même la poser. C'est sa question, par rapport à la préface et la citation de Arthur Rimbaud, je crois. Ouais, exactement. Voilà. C'est votre première question. C'était pas ma première question, mais j'aime bien prendre les gens de court en même temps. Voilà.
ça y est. Oui, donc effectivement, vous avez choisi un passage de La Saison en Enfer, une œuvre d'Arthur Rimbaud. Donc Arthur Rimbaud, c'était un des modèles de Tariq Ramadan, vous l'expliquez dans votre préface. Et il y a un passage qu'effectivement j'ai relevé, c'est devoir de vérité. Non, c'est même pas ça. Voilà, ça y est. Le malheur a été mon Dieu. Je me suis allongée dans la boue, me suis séchée à l'air du crime et j'ai joué de bon tour à la folie. Et là, clairement, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi cette allégorie. De Rimbaud. Ouais. Rimbaud, parce que effectivement, il y a ce côté Tariq Ramadan est dans sa saison en enfer. Ouais. Il a connu les sommets et le paradis de la gloire, et effectivement, il connaît sa saison en enfer. Je pense que ce qui a été révélé de la vie cachée de Tariq Ramadan est quand même assez effrayante. C'est-à-dire ses rapports. Ça, c'est pas un jugement moral. Ça veut dire ses rapports aux femmes, quoi qu'il en soit de l'issue judiciaire, posent malgré tout question. Je veux dire, dans ces pratiques, il y a quand même une volonté de soumettre, d'humilier. Je veux dire, il y a quelque chose qui est interrogeant et extrêmement dérangeant. Je veux dire, les insultes, les coups, c'est extrêmement dérangeant. Donc voilà, c'est une manière, la citation de Rimbaud est une manière de dire ça. Je veux dire, et je crois que pour certains hommes de pouvoir, ça ne se limite pas à celui dont on parle ce soir, pense pouvoir vivre au-delà du bien et du mal. Restera l'énigme du soutien de son épouse et de sa fille aînée à ce jour. Ouais. Bernadette Sauvager, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur du livre L'affaire Ramadan, sexe mensonge, la chute d'une icône, et vous êtes aussi journaliste. Publié chez Fayard. Publié chez Fayard et journaliste à Libération. Merci beaucoup Bernadette Sauvager. Et moi je vous remercie beaucoup de votre invitation. Et à très bientôt. Merci à Audrey Pronosti et Tarek Mami de m'avoir accompagné pour interroger Madame Sauvager. Demain on va changer de registre, passer un peu, après avoir feuilleté l'actualité difficile, dans l'humour avec Auria Les Yeux Verts qui sera notre invité demain dans le Grand Forum entre 16h et 18h. Excellente soirée. Dans un instant, Medjahed pour beaucoup plus de légèreté. 18h03, pardon pour le retard. Le journal de Sophie Tarrance. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le flou ce soir autour des motivations de Claude Cinquet, ce retraité extrémiste de droite qui a tenté de mettre le feu à la mosquée de Bayonne avant de tirer sur deux fidèles. Selon le procureur, l'homme voulait venger l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'il dit attribué à la communauté musulmane. Mieux former les policiers, permettre aux médecins de prévenir les autorités. Voici quelques-unes des pistes pour tenter de mettre un terme aux homicides qui augmentent en France. C'est ce qui ressort du Grenelle contre les violences faites aux femmes. Et puis 612 sans-abri morts en 2018 dans la rue. Parmi eux, quelques femmes très difficiles à repérer par les associations. On n'en sait plus sur l'attaque de la mosquée de Bayonne. Le procureur de la République a pris la parole après l'interpellation de Claude Cinquet, un retraité ancien candidat du Front National pour les élections départementales de 2015. Plusieurs armes ont été retrouvées à son domicile. Et Boris Karlamov, le suspect, est passé aux aveux lors de sa garde à vue. Oui, si Claude Cinquet a avoué vouloir mettre le feu à la porte d'entrée de cette mosquée ainsi qu'à un véhicule garé juste à côté, il conteste totalement, je cite, avoir eu la volonté de tuer quiconque. Le procureur explique que Claude Cinquet avait fait des repérages autour de la mosquée pour savoir quand est-ce que ce lieu de culte musulman était peu fréquenté. Et puis lors de sa garde à vue, Claude Cinquet a affirmé vouloir venger la destruction de Notre-Dame de Paris. Pour lui, cet incendie a été commis par des personnes de la communauté musulmane. Il est actuellement expertisé par un psychiatre. Objectif est bien savoir s'il est en possession de toutes ses facultés mentales. Ses conclusions seront ensuite transmises au parquet national antiterroriste qui pour l'heure n'est toujours pas saisi de cette affaire. Et le procureur de Bayonne ajoute que les deux fidèles blessés hier par les tirs sont dans un état stable. La garde à vue du suspect est prolongée. Une attaque résultant d'une écœurante et odieuse séquence de stigmatisation des musulmans. C'est ce qu'a estimé à l'Assemblée Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Vous avez raison, nous devons faire très attention à ce que nous disons lorsque nous parlons de religion, lui a répondu le Premier ministre Édouard Philippe.
Ça fait 2 mois que le Grenelle des violences conjugales a été lancé. 2 mois que les groupes de travail planchent sur des solutions pour tenter d'enrayer la hausse des féminicides en France. Et aujourd'hui, ils ont remis leur première proposition au gouvernement. Marie Dompère, certaines intéressent de près Marlène Schiappa. Oui, elle en fait part dans le journal La Croix. Elle cite notamment l'instauration d'un protocole clair avec une méthodologie précise pour les policiers et les gendarmes chargés de recueillir les témoignages de victimes. Et ceci afin d'éviter que des femmes se fassent tuer alors qu'elles ont déjà fait un signalement. La ministre veut aussi qu'on réquisitionne les armes à feu dès la première alerte. Autre idée qui intéresse le gouvernement, l'évolution du secret médical qui pourrait permettre aux professionnels de santé de signaler plus facilement des violences, même sans l'accord de la victime. Enfin, le numéro de téléphone dédié 3919 pourrait être accessible 24 heures sur 24. Pour l'instant, il n'est ouvert qu'en journée, une aberration pour les associations. Et les propositions retenues par le gouvernement seront dévoilées le 25 novembre. Des femmes dans les rues, elles sont difficiles à repérer. Au total, ce sont 612 sans-abri qui sont décédés en France en 2018. Ils avaient moins de 50 ans en moyenne. Le collectif des morts de la rue publiait aujourd'hui son triste rapport annuel. Il s'agit pour l'essentiel d'hommes puisqu'il est très compliqué de déterminer le nombre exact de femmes SDF, comme nous l'explique Géraldine Franck. Elle est la présidente du collectif des morts de la rue. La raison pour laquelle on a du mal à dénombrer le nombre de femmes qui sont à la rue, c'est qu'elles vont déployer énormément d'énergie justement pour rester propres et apprêtées. Alors que cette énergie, elles en auraient besoin pour trouver des places d'hébergement, pour pouvoir subvenir à leurs besoins primaires comme par exemple se nourrir, avoir une domiciliation, trouver un endroit où déposer leurs affaires. Elles vont perdre du temps à essayer de se maintenir dans un état de propreté impeccable pour ne surtout n'avoir aucun stigmate qui permettrait de savoir qu'elles sont SDF et donc encore plus vulnérables. Et rappelons que la trêve hivernale qui met en parenthèse les expulsions locatives commence jeudi soir. La grève à la SNCF se poursuit. Seul un TGV sur 3 circulera demain sur l'axe Atlantique. À partir de jeudi, 8 TGV sur 10 seront sur les rails et ce jusqu'à dimanche. Les liaisons Paris-Rennes, Paris-Nantes et Paris-Bordeaux seront les plus fortement touchées. Dans l'actualité aussi, le Premier ministre libanais Saad Hariri abandonne le pouvoir. Conclusion politique d'une contestation sociale sans précédent qui a démarré il y a une quinzaine de jours contre un projet de taxe finalement abandonné. Une giga commande pour Airbus. La compagnie indienne low cost Indigo annonce qu'elle va acheter 300 appareils de l'avionneur européen. Des avions de la famille A320neo pour un montant estimé à près de 30 milliards d'euros. Airbus précise qu'il s'agit d'une des plus importantes commandes jamais passées. Il y aura un Français en finale de la Coupe du Monde. Jérôme Carcès a été désigné par World Rugby pour diriger le choc de samedi entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud. Un beau cadeau pour la dernière rencontre de sa carrière. Et voilà pour l'actualité. Très bonne soirée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.